Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel et spirituel, de la psychologie et des neurosciences. Je suis Jélissa Cerveau et je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la blessure de trahison, selon Lise Bourbeau. Selon elle, la blessure de trahison est associée à une déception profonde qui provient souvent d'une personne à laquelle on fait confiance. Ce sentiment de trahison peut résulter d'une variété de situations, allant de promesses non tenues aux trahisons plus profondes. Mais comment détecter cette blessure de trahison ? Il y a plusieurs signes qui peuvent t'alerter et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui. Tu peux te sentir constamment sur la défensive, avoir peur d'être trahi à nouveau ou avoir du mal à faire confiance aux autres. Si tu remarques ces signes, il est possible que tu aies été blessé par une trahison dans le passé et il est important de reconnaître ces sentiments et de travailler sur eux pour pouvoir guérir. Rappelle-toi que c'est un processus qui est long et c'est normal de devoir demander de l'aide parfois, de se faire accompagner peut-être par un thérapeute. Physiquement, pour commencer, cette blessure peut se manifester de différentes manières. Tu peux te sentir tendu ou être sur tes gardes en présence d'autres personnes. Tu pourrais aussi adopter une posture fermée, comme croiser les bras ou éviter le contact visuel en signe de protection. L'insomnie ou les troubles du sommeil peuvent aussi être des signes de stress ou d'anxiété liés à la trahison. Si tu ressens un de ces signes physiques, il est possible que tu portes en toi cette blessure. Selon Lise Bourbeau, pour guérir de cette blessure de trahison, il est important de travailler sur le pardon et l'acceptation. Elle suggère que nous devrions nous rappeler que la personne qui nous a trahis agissait probablement à partir de sa propre blessure ou de sa propre peur. Il est essentiel de se concentrer sur la libération de la colère et du ressentiment pour pouvoir avancer. De plus, apprendre à faire confiance, à refaire confiance, c'est un élément clé de la guérison. Ça peut justement impliquer de prendre des risques calculés pour faire confiance aux autres, tout en écoutant notre intuition et en fixant des limites appropriées. Carl Jung, comme tu sais, j'aime beaucoup citer Carl Jung, qui est un célèbre psychanalyste. Il a beaucoup parlé de la trahison. Selon lui, la trahison, c'est une rupture de contrat inconscient entre deux personnes. Ça peut mener à un sentiment profond de perte et de désillusion. Pour Jung, la guérison de la trahison nécessite un processus d'individuation où la personne doit affronter et intégrer les aspects obscurs de sa propre personnalité. Donc c'est toujours une question d'introspection en quelque sorte. Donc ça peut t'aider à comprendre la nature de la trahison et à trouver un sens dans l'expérience douloureuse. D'un point de vue neurosciences, la trahison active les mêmes zones du cerveau que celles impliquées dans la douleur physique. La recherche a montré que l'insula intérieur, une partie du cerveau qui est activée en réponse à la douleur physique, est également active lorsqu'une personne ressent une trahison. Cela pourrait expliquer pourquoi la trahison est souvent décrite comme douloureuse. De plus, la trahison peut également déclencher une réponse de stress dans le cerveau, conduisant à des sentiments d'anxiété et de méfiance. C'est pourquoi il est important de traiter ces sentiments pour pouvoir guérir de la trahison. Donc cette blessure, c'est comme un bateau, en fait, très solide et fiable, qui soudainement prend l'eau à cause d'une fissure imprévue. Cette fissure est causée par un membre d'équipage à qui on avait toute confiance, et ce qui rend la déception encore plus grande et la fissure plus difficile à réparer. Pour guérir de cette blessure, c'est comme si on devait traverser une forêt dense et inconnue, seul et sans carte, sans boussole. Les signes de trahison sont des loups qui rôdent dans l'ombre, prêts à attaquer à chaque moment de faiblesse. Ils représentent la peur constante d'être trahi à nouveau, la méfiance envers les autres, la difficulté à faire confiance. Pour avancer, il faut apprendre à lire la forêt, à comprendre ses codes et à reconnaître les loups pour ce qu'ils sont, des peurs du passé. Il faut comprendre que chaque loup agit selon son instinct, souvent guidé par sa propre peur et ses blessures. Comprendre cela, c'est le premier pas vers le pardon. Le chemin de la guérison est long et semé d'embûches, mais chaque pas en avant est une victoire. Accepter la trahison, c'est comme traverser une rivière à fort courant. Le courant est puissant, il peut être tentant de lutter contre lui, mais la clé est de lâcher prise, de se laisser porter par le courant. C'est en acceptant de suivre le mouvement de l'eau plutôt que de résister
qu'on parvient à atteindre l'autre rive. Et de l'autre côté de cette rive, après la traversée de la forêt, se trouve une clairière ensoleillée où le bateau peut être réparé, plus robuste et plus fiable qu'avant. C'est un endroit de renouveau où la confiance peut être lentement reconstruite et où la blessure de trahison peut enfin commencer à cicatriser. Certains philosophes comme Emmanuel Kant considèrent la trahison comme moralement répréhensible car elle viole les principes de l'éthique et de la moralité. Selon Kant, agir de manière contraire à l'éthique universelle, comme trahir la confiance d'autrui, est intrinsèquement mauvais. Tu peux aussi avoir cette impression, tu peux aussi avoir ce sentiment qu'il n'y a rien de pire que la trahison, mais en mettant justement cette expérience au sommet de ce qui peut être le plus difficile dans la vie, ce qui peut être le plus sombre, le plus douloureux, ça rend la guérison plus difficile. Les philosophes sociaux et politiques tels que Jean-Jacques Rousseau ont exploré le concept de trahison dans le contexte du contrat social. Pour Rousseau, la trahison peut être perçue comme violation d'un contrat tacite ou explicite qui lie les individus au sein d'une société. Certains philosophes ont considéré la trahison comme une conséquence naturelle de la condition humaine. Dans un état de nature où règne la concurrence et la méfiance, la trahison peut être perçue comme une stratégie de survie individuelle. Pour certaines personnes, trahir est essentiel pour se maintenir en vie. Pour certains, trahir est nécessaire pour ne pas être trahi ou pour ne pas être détruit, pour réussir certains objectifs, pour réussir à aller de l'avant. Pour finir, pour Krishnamurti, un penseur et philosophe spirituel du XXe siècle, il avait une perception, une perspective profonde et subtile sur la trahison. Voici quelques idées générales basées sur son travail. Dans un premier temps, la nature de l'ego. Krishnamurti mettait en lumière le rôle de l'ego dans les relations humaines et la trahison. Selon lui, l'ego est la source de la division et du conflit entre les individus. La trahison peut découler de cette division lorsque l'ego cherche à se protéger et à préserver ses propres intérêts au détriment des autres. Deuxième point, l'importance de la conscience. Krishnamurti soulignait l'importance de la conscience de soi et de la vigilance dans nos interactions avec les autres. Être pleinement conscient de nos pensées, de nos émotions et de nos motivations peut nous aider à éviter la trahison en nous empêchant d'agir de manière égoïste ou néfaste. Troisième point, la vérité et l'intégrité. Pour Krishnamurti, la vérité et l'intégrité étaient essentielles dans les relations humaines. La trahison survient lorsque nous agissons de manière contraire à nos valeurs fondamentales ou lorsque nous dissimulons la vérité par peur ou par intérêt personnel. Et enfin, le quatrième point, la transformation intérieure. Krishnamurti encourageait une approche de la vie basée sur la transformation intérieure et la compréhension profonde de soi. En cultivant la conscience et en examinant nos motivations profondes, nous pouvons transcender les schémas destructeurs qui conduisent à la trahison. En somme, Krishnamurti nous invite à explorer la nature de l'ego, à cultiver la conscience et l'intégrité et à poursuivre la transformation intérieure pour évoluer vers des relations basées sur la vérité, la confiance et la bienveillance plutôt que sur la trahison et la division. Et pour finir, donc, je finirai avec quelques étapes pour apprendre justement à de nouveau faire confiance aux autres et à essayer de ne plus être sur ses gardes en permanence. Premier point, reconnaître ses émotions. Donc prendre le temps d'identifier et de comprendre les émotions associées à la perte de confiance et puis accepter les émotions sans les juger, juste les observer, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que je le répète, les émotions sont des indicateurs et rien de plus. Deuxième point, comprendre les raisons de la perte de confiance, examiner les expériences passées qui ont conduit à la perte de confiance, donc qu'est-ce que j'ai vécu qui a pu me toucher, qui a pu me blesser, et identifier les schémas de pensée ou les comportements qui contribuent à la méfiance. Troisième point, pratiquer le pardon. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? Reconnaître que le pardon est un processus pour soi-même, pas seulement pour les autres. Travailler sur le lâcher-prise et sur la capacité à pardonner les erreurs passées. En se pardonnant à soi-même, on arrive plus facilement à pardonner aux autres parce que si tu comprends que tu es fait d'ombre et de lumière et que toi aussi tu peux parfois faire des erreurs, tu arrives plus facilement à pardonner aux autres aussi par conséquent. Quatrième point, établir des limites saines, donc définir clairement ses propres limites et les communiquer aux autres. J'insiste sur le fait de communiquer parce que parfois les personnes vont avoir tendance à nous décevoir, mais sans savoir que ça aurait pu nous décevoir. Et le fait de ne pas expliquer aux gens clairement
qu'on a un problème avec une action, qu'on n'aime pas une certaine action, qu'on a certains principes qui sont importants pour nous, ça peut conduire parfois à des conflits qui n'ont pas lieu d'être, qui auraient pu être évités si on avait simplement fait preuve d'honnêteté. Donc reprocher aux autres de faire des choses alors qu'ils ne savaient pas que ça nous posait problème, parfois ça peut être un piège. Donc apprendre également à dire non lorsque c'est nécessaire pour protéger ses propres intérêts. Donc ça aussi, ça peut être un piège de dire oui alors qu'on a envie de dire non, et puis ensuite de reprocher aux autres simplement notre propre décision. 5e point, communiquer ouvertement, donc favoriser une communication ouverte et honnête avec les autres, exprimer ses besoins et ses attentes de manière constructive. 6e point, observer les actions, accorder plus d'importance aux actions plutôt qu'aux paroles, parce qu'on est tous conscients que les gens peuvent beaucoup s'exprimer, dire beaucoup de choses, faire parfois des promesses, et en réalité, les actions sont les choses qui comptent. Et observer attentivement le comportement des autres pour évaluer leur fiabilité. Bien sûr, l'idée n'est pas de faire confiance aux gens rapidement alors qu'on vient de les rencontrer, mais il faut faire attention à ne pas être trop dur et d'être clairement conscient des actions que les personnes peuvent entreprendre à notre égard. Et puis le 8e point, et le dernier, s'entourer de personnes de confiance, établir des relations avec des personnes qui ont prouvé leur fiabilité et leur honnêteté au fil des années et des expériences, et s'entourer d'un réseau de soutien positif pour renforcer la confiance en soi et en autrui. Je le dis souvent, trouver sa tribu peut être bénéfique. Trouver sa tribu parce qu'on n'est pas exceptionnel, on aura forcément des personnes qui nous ressemblent, même si tu as l'impression d'être un petit peu différent, même si tu as l'impression d'être un petit peu outside the box, tu peux trouver des personnes qui te ressemblent, qui sont comme toi, justement parce qu'on n'est pas exceptionnel. Trouver sa tribu, ça peut justement nous aider à avoir un petit peu plus confiance aux autres. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir se rappeler que même si c'est difficile, même si on a vécu des choses difficiles, même si les gens nous ont fait souffrir, même si les gens nous ont déçus, on pourra toujours vivre des déceptions, même si on a une haute vigilance, même si on a peur, même si on se méfie de tout le monde, même si on se bloque. On peut quand même être déçu dans la vie et on ne va pas éliminer cette potentialité, on ne va pas éliminer cette possibilité. Donc, l'idée est plutôt d'essayer de danser avec ces émotions-là, cette possibilité-là, et juste vivre, parce que je pense que en s'empêchant de se connecter avec les autres, on s'empêche de vivre finalement, parce qu'on est des êtres sociaux, profondément. Et ce besoin d'appartenance qu'on a tous a besoin d'être comblé également. Oui, d'un côté, il faut faire attention aux personnes qu'on laisse rentrer dans notre vie. Il faut aussi être conscient des besoins qu'on peut avoir. Il faut pouvoir poser des limites, mais il faut aussi accepter de vivre l'expérience de la vie telle qu'elle est, tout simplement. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.